Donc, je suis Maïté Chaviton, j'ai une entreprise qui s'appelle la SARL Elisaldia à Gamart, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous sommes éleveurs de porc avec mon mari et transformateurs, donc nous faisons de la salaison, de la conserve, du porc frais. Voilà, nous commercialisons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente un petit peu la plaquette. D'autres si vous voulez. Donc nous avons une entreprise aujourd'hui, nous avons 40 personnes qui travaillent chez nous. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est que nous avons 40 personnes, mais nous faisons 10 métiers différents, donc nous avons à peu près 4 personnes par métier. C'est le propre de l'agroalimentaire, je dirais. En plus, on est à cheval sur le secteur agricole et sur le secteur agroalimentaire. Voilà, donc les métiers que l'on fait chez nous, un petit peu pour vous illustrer, on est à la fois naisseur et engraisseur de porc. On fait de la boucherie et de la découpe, on fait des salaisons, on fait le jambon de Bayonne, on fait des conserves et des plats cuisinés. Ensuite, on s'occupe d'expédition, de vente directe, puisqu'on est présent sur les marchés et les foires. On travaille aussi avec les professionnels. Et puis évidemment, on a toutes les fonctions de comptabilité, responsable commercial, responsable qualité, qui sont indispensables dans notre activité. Voilà. Les formations de nos salariés vont du BEP, du Bac plus 2, on a beaucoup de BTS, industrie agroalimentaire et vente de produits alimentaires, et aussi des Bac plus 5 en qualité et en commercial. Voilà. Nos salariés habitent pour la plupart les cantons de Garassi, Baïgori, Amicoussé et un peu en Soule, et 2 tiers des salariés chez nous sont des femmes. Je tiens à le souligner parce que c'est un des secteurs qui embauche des femmes. Voilà. Donc ça c'était pour présenter mon activité. Maintenant je vais présenter un petit peu Oustartou. Et d'abord le contexte un peu des entreprises agroalimentaires en Pays Basque. Alors moi j'ai pas de PowerPoint parce que voilà, justement c'est là que Oustartou peut nous aider à être un peu plus performant. Bon, donc le contexte agroalimentaire des entreprises, le contexte des entreprises agroalimentaires en Pays Basque. Bon, d'abord, on s'appuie sur 2 éléments importants chez nous. Un, c'est la culture, et 2, c'est l'environnement agricole. Alors, quand on parle culture, rappelons que la cuisine est un élément fondamental de chaque culture. André Dareidou vous le développera sûrement. Et donc, on évoque nos recettes, nos savoir-faire, les saveurs de nos produits, mais aussi notre sens de la convivialité et du partage. Nos entreprises agroalimentaires sont présentes de la côte basque jusqu'à la Soule. Elles couvrent donc presque tous les secteurs de l'alimentation, puisque nous sommes présents sur la viande et les produits carnés, sur le lait, les fromages, les glaces, les yaourts, sur les gâteaux, les confitures, les chocolats et autres produits sucrés, les vins, les jus de fruits, les alcools, les légumes, les condiments, les petits fruits, tous les poissons, produits de la mer ou produits d'élevage. Donc vous voyez que le secteur agroalimentaire en Pays Basque est assez large. Elles sont réparties en une centaine d'entreprises, une vingtaine étant des grands groupes qui malheureusement n'ont pas leur siège social en Pays Basque, comme Pévenetron, Boncolac ou d'autres grands groupes. Le seul grand groupe qui a son siège social au Pays Basque, c'est Lourberie. Et au-delà de ça, nous avons environ 80 entreprises artisanales qui ont de 2-3 personnes à 40-45 personnes. Pour le département 64, le nombre total de salariés en agroalimentaire est de 3200 personnes. Voilà. Il faut rappeler un enjeu particulier, et c'est là que justement la coopération inter-entreprise est importante. Un enjeu particulier sur le secteur de la viande, c'est qu'on doit essayer de garder nos abattoirs avec suffisamment d'activité pour qu'ils soient pérennes et qu'ils puissent être ouverts dans le temps. Il faut savoir qu'on a de la chance au Pays Basque d'avoir encore 3 abattoirs. Il y en a un à Anglette, un à Saint-Jean-Pied-de-Port, un à Moléon. Sachez que certains départements en France n'ont déjà plus d'abattoirs. Des grandes villes comme Bordeaux n'ont plus d'abattoirs. C'est quand même un instrument très important, justement sur un secteur qui est agricole, où on fait de l'élevage et de la transformation agroalimentaire derrière. Sans abattoirs, beaucoup de pans d'activité vont tomber. La professionnalisation de nos entreprises et des filières agricoles est organisée et reconnue, confortée par des labels de qualité présents sur le territoire. Donc tout le monde connaît l'AOP du piment d'Espelette, le vin des Boulédis, les fromages au Soirati, l'IGP Jambon de Bayonne, etc. Le savoir-faire de nos entreprises et des produits sont régulièrement récompensés au concours général agricole à Paris, mais aussi à Londres, puisqu'il y a un concours qui s'appelle le Click Test Awards, qui est que des professionnels qui jugent les produits. Et des produits du Pays Basque ont déjà été primés là-bas, le fromage, le jambon, voilà. L'autre élément important pour nos entreprises, c'est quand même la proximité du secteur agricole chez nous, donc un secteur agricole qui est proche, qui est dynamique, qui produit des produits de qualité
mais qui est très fragile par la petite taille des exploitations, par une activité économique difficile, des prix qui ne sont pas au rendez-vous pour la qualité des matières premières. Donc bon, ce secteur se tourne aussi de plus en plus vers la valorisation en direct de ses productions, donc en circuit court, en transformation. Mais ce secteur a aussi besoin des abattoirs, a aussi besoin de nos outils à nous pour faire la transformation de ces produits. Je voudrais souligner aussi que dans le secteur agroalimentaire, très souvent une entreprise agroalimentaire utilise les équipements d'une entreprise agroalimentaire déjà existante. Donc c'est comme ça que les entreprises agroalimentaires se créent les unes après les autres. Et il y a plutôt solidarité parce que bon, voilà, le ticket d'entrée dans l'entreprise agroalimentaire est élevé. Aujourd'hui, un outil en dessous de 1 million d'euros, je ne sais pas s'il existe. Et vite, on arrive à 2 millions d'euros dès qu'on travaille sur le secteur de la viande, des secteurs un petit peu très réglementés. Vous comprenez bien que l'activité au départ ne justifie pas ces investissements-là, et donc il faut commencer, on commence petit, on commence déjà par développer les clients, développer les produits, etc. Et donc on travaille chez les outils des autres. Voilà. Une deuxième partie, c'est les réponses du secteur agroalimentaire, donc vis-à-vis de tous les défis, toutes les contraintes, toutes les opportunités qui se présentent à lui. Donc au Pays Basque, bon, plusieurs démarches de collaboration ont vu le jour dans les 30 dernières années. Certaines se sont bien passées, d'autres pas toujours très bien. On a quand même franchi quelques étapes. Bon, il faut savoir qu'au Pays Basque, on est quand même assez individualiste. C'est vrai chez les commerçants, c'est vrai chez les entreprises agroalimentaires. Et bon, la caricature, c'est un peu... chaque charcutier était très fier de son métier, mais très fermé sur lui-même et ne voulait pas collaborer avec le charcutier d'à côté. Je pense que là-dessus, on s'est un petit peu ouvert. Et il y a 6 ans, on a créé un GIE Elochi, qui est un GIE d'achat. Aujourd'hui, il y a 46 entreprises agroalimentaires du Pays Basque, dont une vingtaine de charcutiers qui sont dans ce GIE. Et on s'est mis à négocier collectivement face à des fournisseurs donc, par secteur, hein, sur les emballages, sur les verres, sur le transport, sur les ingrédients. Et donc l'intérêt, c'est qu'on a pu négocier des tarifs plus intéressants, puisqu'on négocie des tarifs collectivement. L'intérêt, c'est que aussi les petites entreprises ou celles qui démarrent, elles bénéficient tout de suite des mêmes prix que des entreprises plus importantes. Et ensuite, on a aussi ce que disait tout à l'heure Pédio, c'est on a des échanges entre chefs d'entreprise, responsables achat, responsables qualité. 2 fois par an, dans l'AG, on se retrouve, on a des échanges informels qui nous aident. Et je pense que là, il y a une conscientisation des chefs d'entreprise qui ont compris que en collaborant sur certains domaines, eh ben, ils pouvaient obtenir des gains pour leur entreprise, et puis aussi au-delà, éventuellement, travailler ensemble. Donc suite à cette conscientisation, je dirais, il y avait d'autres réunions qui s'étaient mises en place aussi, et donc en 2010, on a créé le cluster Oustartu. Le cluster Oustartu, c'est le cluster agroalimentaire. Alors Oustartu en basque, ça veut dire le joug. Alors Oustartu, le joug, parce que justement, avec ces deux secteurs sur lesquels on s'appuie, l'agricole et l'agroalimentaire, et le fait d'essayer de les relier, de les mettre ensemble, parce qu'au rugby aussi, Oustartia, ça veut dire la mêlée. Voilà, les joueurs se mettent ensemble pour aller pousser ceux-là dans le face. Voilà, donc on a pris ce thème-là. Alors le cluster Oustartu aujourd'hui comprend 48 membres, 27 entreprises agroalimentaires, 3 établissements scolaires avec l'Institut Jean-Henri Ricard de Saint-Palais, le lycée hôtelier de Biarritz, le lycée Saint-Christophe à Saint-Pé-sur-Nivelle, les 3 chambres consulaires, la CCI, la chambre d'agriculture, la chambre de métiers, les agriculteurs organisés en groupement ou en syndicat, ce qui fait l'originalité de ce cluster qui met autour de la table des personnes du monde agricole et du monde agroalimentaire. C'est vraiment une particularité de chez nous, ça ne se fait pas partout, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Bon. Les projets qui ont été menés. Bon, déjà, on a eu une collaboration entre entreprises agroalimentaires et une licence professionnelle qui s'appelle Santé et plaisir par l'alimentation, qui a créé le lycée hôtelier de Biarritz, avec une orientation un petit peu vers le secteur agroalimentaire. Et là, je pense que l'intérêt pour nous, c'est aussi que les élèves rencontrent les produits. Jusque-là, même s'ils ont eu des formations hôtelières ou sur la cuisine, ils ont été peu sensibilisés à la qualité du produit. Et je pense que la collaboration avec ces élèves nous permet de les former à ça. On a aussi aidé ces 2 lycées, donc celui de hôtelier de Biarritz et le lycée de Ricard de Saint-Palais, à s'équiper d'un logiciel d'analyse sensorielle
Alors, il faut savoir que le lycée Jean Ricard à Saint-Palais, par exemple, a investi quand même dans un outil d'analyse sensorielle. Il y en a quand même pour 1 million d'euros, c'est pas rien, avec plusieurs cabines de dégustation. Et donc on les a aidés à choisir le logiciel d'analyse sensorielle et puis on leur a donné aussi une petite aide financière de 5 000 euros. Et donc cet outil maintenant est prêt. Et voilà, alors donc sur le territoire, il existe un super outil d'analyse sensorielle, il existe plein d'entreprises agroalimentaires qui ne font pas beaucoup d'analyse sensorielle. Et l'intérêt dans le cluster, c'est un petit peu de booster l'opération, c'est-à-dire d'aider à faire se rapprocher des gens qui sont bien équipés et des entreprises agroalimentaires pour les inciter à aller vers l'analyse sensorielle de façon à améliorer les produits. Nous avons participé l'année dernière à une action collective au Salon Gastronomica à Saint-Sébastien. Nous participons aussi à des formations intercluster transversales sur le management, l'animation des sites internet, etc., qui ont lieu actuellement. Le prochain projet, ce sera de créer un groupement d'employeurs. Alors, justement, on tombe en plein dans toutes les notions qui ont été évoquées tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt du cluster, c'est de mettre en commun les problématiques que nous avons. Alors, sur le management, par exemple, le management, mais l'intégration des salariés, la formation de ces salariés. En secteur agroalimentaire, c'est pas un secteur qui attire en premier les jeunes, donc on récupère beaucoup de gens qui n'ont pas de formation initiale. Donc il faut former à ce secteur. Mais aussi tout ce qui concerne la gestion sociale, la sécurité, la gestion de tous les documents que l'entreprise doit avoir tout le temps, les dossiers HACCP, les documents uniques, les livrets d'accueil, etc., sur lesquels, je reconnais, on est toujours un petit peu à la bourre. C'est-à-dire que notre métier premier, c'est quand même de fabriquer des produits, de fabriquer des produits de bonne qualité selon les critères qualité qui sont entendus par la profession, de les vendre, de gérer le personnel, donc voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour du management et de tout ce qu'on appelle les sciences molles, c'est-à-dire que voilà, là-dessus, les entreprises font par notre taille, on n'est pas très bien calé là-dessus, et je pense qu'au niveau de Moustartou, on peut essayer de mettre en commun des démarches pour travailler des thèmes, voilà, collectivement, avec plusieurs chefs d'entreprise, éventuellement créer des postes là-dessus, un poste, deux postes, voilà, des gens qui nous aideraient à tenir à jour notre dossier qualité, toujours dans les normes attendues par notre secteur. Voilà. Et ensuite, en troisième point, je vais parler un petit peu des marques collectives. C'est un petit peu la demande de Emen qui disait de donner un exemple un petit peu des marques collectives au niveau du secteur agroalimentaire. Alors je vais parler un petit peu de la marque territoriale, sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs années de manière en intercluster, même si c'est le cluster agroalimentaire qui était le premier demandeur de cette marque. Bon, il y a eu beaucoup de groupes de travail, beaucoup de personnes ont été impliquées dans cette réflexion. Un élément fondamental qui est sorti quand même de toute cette réflexion, c'est que cette marque territoriale ne pouvait s'appuyer que sur de la qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple marque marketing, cette marque territoriale, si elle voit le jour, le consommateur doit pouvoir identifier un certain nombre d'engagements et une qualité liée à cette marque territoriale. Donc, on avait défini que par exemple tous les signes officiels de qualité existants, les AOC, etc. du territoire devaient être présents dans la marque territoriale évidemment, mais aussi d'autres secteurs qui n'ont pas de marque de qualité aujourd'hui, donc qui ne proposent plus sur des recettes, la charcuterie comme le jambon de Bayonne, qui sont plus des éléments de savoir-faire mais qui n'ont pas de protection. Donc chaque filière devait garder la responsabilité de la création, de l'évolution de son cahier des charges. Donc on avait défini des filières, filière lait fromage, filière viande, filière gâteaux et produits sucrés, filière poisson, filière vin et alcool. Donc chaque filière devait mettre en place son propre cahier des charges. Alors c'est un projet très ambitieux et qui demande forcément des moyens importants et durables dans le temps. Alors les points qui ont pour l'instant un peu freiné la sortie de cette marque territoriale, bon déjà il y a eu un peu une divergence sur l'origine de la matière première. Alors certains veulent une marque territoriale Pays Basque, 100% matière première du Pays Basque. Alors ça c'est possible pour les AOC, puisque le piment d'Espelette est à Espelette, le vin d'Héroléguy est à Héroléguy, c'est facile. Mais voilà, quand on travaille sur des recettes, comme je dis, le gâteau basque, la charcuterie, voilà, de la choix, la matière première ne vient pas 100% du Pays Basque. Donc
On a même vu des recettes un peu, comme par exemple sur Toulouse, il y a du hachois qui est élaboré avec des pommes de terre dedans, alors que tout le monde sait qu'on ne met pas de pommes de terre dans la recette du hachois. On a même vu des boîtes de sardines, écrit boîte de sardines de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est bien connu. Ça c'est pour vous expliquer que c'est grave. On arrive vraiment sur des choses... voilà. Et donc, et le deuxième point, on parle de débat sur la matière première, mais qui à mon avis peut se résoudre parce qu'on peut créer une marque territoriale un peu hors, je dirais, ou 3 étoiles avec 100% matière première, et une marque territoriale plutôt liée sur le savoir-faire et l'élaboration des produits. Et puis l'autre point qui est très important aussi pour que ce projet ambitieux tienne le coup dans le temps, c'est qu'il faut du financement, et surtout un financement pérenne dans le temps. Bon. Donc aujourd'hui, le travail a été fait, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait sorti, ça va sortir peut-être un jour. Par contre, au niveau de Oustartou, on a travaillé sur 2 filières, donc les réflexions sur la marque territoriale ont quand même abouti à la mise en commun de projets entre acteurs de la filière. Alors il y a un premier projet qui s'appelle Blé, farine et pain, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est Erico Oguilla, c'est ça. Ça c'est sorti printemps dernier. Donc, en fait, il y a une dizaine de producteurs de blé. Alors ça, c'était une demande des producteurs du côté de Saint-Palais, qui cherchaient une autre production que le maïs, parce qu'ils cherchaient une production qui demande moins d'eau. Et du blé au Pays Basque, ils s'en faisaient plus depuis plus de 40 ans. Et donc, ils ont commencé à produire du blé il y a 4-5 ans. Au début, ils ont produit des variétés de blé qui n'étaient pas panifiables. Bon, ils ont eu des mauvais résultats. Et depuis 2 ans, ils ont réussi à produire du blé panifiable. Donc ça a permis de produire de la farine. Et là, la demande venait des 2 minoteries du Pays Basque, les minoteries d'Arquis à Ustaritz et Etche à Moléon, qui ont élaboré cette farine. Et du coup, après, on a convaincu, on a par 22 boulangers au printemps, maintenant ils sont une trentaine, donc une trentaine de boulangers présents sur le Pays Basque, qui fabriquent le pain Erico. Donc de la baguette essentiellement, mais aussi, il y a aussi un pain un peu plus gros qui est produit par cette marque Erico Oguilla. Et de la même manière, on a créé une autre filière qui s'appelle Erico Alaguilla. Erico Alaguilla, c'est ça, c'est pour les professionnels de la viande en Pays Basque. Donc là aussi, 4 acteurs importants du coin, donc, qui sont sur les abattoirs d'Anglette, les abattoirs de Montléon et l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui se sont réunis et qui ont décidé de créer une charte, un cahier des charges avec des animaux nés, élevés et abattus au Pays Basque pour proposer aux consommateurs donc une viande locale. Et la conférence de presse de lancement de cette filière s'est faite au mois de septembre cette année. Donc vous voyez, ces 2 filières qui ont démarré cette année, qui sont encore toutes petites et toutes fragiles, qui vont se développer, se conforter dans le temps. Voilà, donc je pense que les actions de Oustartou ont pu boucher concrètement, voilà, parce que l'idée de Oustartou, c'est pas de rester juste au stade des bonnes idées, c'est aussi d'arriver sur des réalisations concrètes et de faire réunir autour de la table donc, des acteurs de filière. Voilà. Il faut savoir que par exemple les boulangers, nos 2 animateurs leur ont fait un retour, ils avaient fait une enquête pour les boulangers sur le prix moyen de la baguette qu'ils faisaient et le nombre de baguettes qu'ils vendaient. Ils ont eu un retour collectif. Les boulangers, c'était la première fois de leur vie qu'ils avaient comme ça qu'on leur donnait une information de type entreprise avec une vision globale de leur activité. Donc je pense que ça fait aussi progresser les entreprises. Ça fait, on amène de l'information, et je pense qu'après, ce que disait Payot tout à l'heure, effectivement on collabore ensemble, et alors ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais je pense qu'au bout du compte, on retrouve aussi les fruits de cette collaboration, et je pense que tout le monde avance ensemble, et ça renforce aussi chacun. Oui, bonjour à tout le monde. Comme il a dit, de me retrouver à Emmen, je rajeunis de quelques années, une trentaine je crois. Mon premier employé c'était Jean-Marie, et je vois qu'il est toujours là, fidèle au travail. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, voilà, je suis un hôtelier retraité à Espelette, dans un pays qui est en ébullition aujourd'hui. Et vous vous doutez que je vais vite repartir tout à l'heure. Et puis, je suis également un élu retraité, content d'être retraité, parce que là aussi, je pense qu'il faut savoir faire un temps et puis savoir s'en aller. J'envoie le message pour certains au mois de mars. Donc, j'ai eu une expérience assez longue donc, à Emmen et à Héricourt.
Et il ne faut pas que je cache que cette expérience m'a beaucoup aidé dans mon activité professionnelle, dans mon activité publique. Et je crois que si un jour j'ai gagné la mairie d'Espelette, c'est beaucoup à l'image que j'avais acquis à aimer l'Héricois. Et puis après, s'il y a des choses que j'ai su faire, et je pense avoir un petit peu travaillé aux côtés sur le dossier piment, je crois que là aussi mon expérience d'aimer l'Héricois a été très très profitable. Donc pour les jeunes qui en font partie maintenant, ne désespérez pas, ça vous servira à quelque chose. Alors le tourisme pour nous, il y avait une première difficulté, c'est qu'on avait toujours l'impression que le tourisme ça marchait. Pourquoi s'en occuper puisque finalement ça marche bien. Même par moments on avait l'impression que ça marchait trop, parce qu'on voulait faire que le tourisme dans ce pays. Et donc ça c'était une première difficulté à penser à nous regrouper entre nous. Et puis bon, comme toutes les professions, on aimait bien travailler chacun de son côté, on se regardait plutôt en concurrent, plutôt en adversaire, et c'est vrai que c'était assez difficile de commencer à nous dire qu'il fallait travailler ensemble. Puis je compte moi sur ASMP parce qu'on a quand même eu un maître dans le fait d'apprendre à travailler ensemble, qui était Léon Bonnet, le patron de l'hôtel Bonnet à Yvaron, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais c'est vrai que longtemps c'était notre grand frère, celui qui nous faisait comprendre: arrêtez de vous regarder comme ça, commencez à travailler ensemble et on fera quelque chose. Donc quand on a commencé à parler de cluster, donc du cluster Coasen à notre niveau, la première chose qu'on a voulu faire, c'était, puis on disait tout à l'heure, d'être réaliste, c'était de faire un petit peu le bilan de notre situation, un bilan qui était tout d'abord commercial, se rendre compte que si peut-être à l'époque nos concurrents touristiques étaient en France, maintenant nos concurrents en tourisme, ils sont dans le monde entier. Des clients qui viennent chez nous nous disent: tiens, dans 3 mois je m'en vais en Inde ou je m'en vais aux États-Unis. Donc c'est vrai que nos clients partent partout dans le monde maintenant. Donc la concurrence a tout à fait changé et elle est vraiment mondiale. Autre bilan qu'on a voulu faire, c'est un bilan économique, où avec une étude qu'on a pu faire grâce à la Chambre de commerce, on se rendait compte que nous avions tendance quand même à avoir des chiffres d'affaires qui montaient de 10-12% sur un bilan de beaucoup d'entreprises, mais qu'à côté de ça, ce qui était l'excédent brut d'exploitation, eh bien, lui, il bougeait pratiquement pas, ou il montait un tout petit peu de 1 ou 2%, donc ce qui montrait qu'il y avait là aussi besoin d'améliorer le fonctionnement de nos entreprises. Un bilan social également, tout ce qui est lié au tourisme, travaille en général quand les autres sont en vacances, travaille en général le soir, travaille le dimanche. Donc là, c'est sûr qu'au niveau de nos entreprises, il faut qu'on prenne conscience de ça, et que si on veut garder des employés dans nos entreprises, eh bien, il faut qu'on sache apporter quelques avantages en contrepartie, parce qu'autrement, ne soyons pas étonnés si on a beaucoup de difficultés à trouver du personnel chez nous. Donc là aussi, il y a eu un bilan très intéressant qui a été fait, qui a été tout à fait utile. Et puis, dernier point, se rendre compte qu'on ne peut pas faire du tourisme tout seul, isolé dans son coin, parce que même si on est un très bon restaurateur et que la commerçante qui est à côté de chez nous a reçu nos clients d'une façon horrible, ben le gars il va garder l'image du mauvais accueil qu'il a eu chez le commerçant. Et puis même si on est un très bon hôtelier, qu'on est à Saint-Jean-de-Luz en vacances, mais qu'on a la mer qui a été polluée pendant 4 jours, ben on va garder l'image d'une plage polluée plutôt que du bon hôtel. Bon. Donc ça montre bien qu'il y a une vision d'ensemble qu'on est obligé d'avoir en tourisme. On ne peut pas être isolé. Donc ça aussi, ce bilan, on l'a fait, il a été quand même assez intéressant à notre niveau. Alors on a lancé Goasen il y a 5 ans. Et puis on s'est dit, on va se mettre à travailler enfin ensemble, nous qui avons toujours eu l'habitude de nous regarder en chien de faïence. C'est-à-dire que les hôteliers regardaient les cantines de leur salon, donc pourquoi on ne se mettrait pas à réfléchir ensemble? On a mis aussi avec nous tout le secteur de la thalassothérapie. On a mis les transporteurs touristiques,
parce que là aussi, celui qui transporte nos clients avec un bus, il est quand même solidaire de notre activité, et il travaille aussi en partie grâce à nous, ou il peut lui nous faire travailler à nous, donc il y a une solidarité à mettre en place. On a mis avec nous tout ce qui est lié aux loisirs marchands, c'est-à-dire tout ce qui est lié au surf, tout ce qui est lié au rafting, tout ce qui est lié à la randonnée. On a mis avec nous les agences réceptives, celles qui effectivement, peut-être pas avec tous les ateliers, mais avec un grand nombre, fait un travail en lien qui est très important. On a mis les CT musées, donc tous les sites importants du Pays Basque, on les a mis avec leur association avec nous, et puis même l'association qui existe sur le tourisme social, là aussi on s'est dit, tiens, c'est aussi une composante, et il ne faut pas qu'on les oublie. Il y a une chose qui est importante à dire tout de suite, c'est que dans le tourisme, il n'y a que 50% des touristes qui viennent dans un hébergement payant. C'est-à-dire que tous les autres, c'est des gens qu'on a reçus chez des amis, chez des cousins, donc qui viennent, qui sont logés au Pays Basque gratuitement, mais tout cela sont aussi quand même des touristes, parce qu'à un moment donné, ils vont venir consommer, visiter, manger, boire un coup et tout ça, et acheter. Donc il n'y a pas que la partie uniquement hébergement payant qu'il faut regarder, parce qu'il y a un secteur aussi important que tout ce qui est hébergé sans être payant. Alors tout ce monde-là réuni représente quand même 600 entreprises au Pays Basque, donc c'était quelque chose de nouveau. On se mettait à réfléchir entre 600 entreprises qui sont ensemble, et puis représente, c'est une étude qui est toujours un petit peu inexacte, mais enfin on considère qu'on représente entre 15 à 20% de l'activité économique du Pays Basque. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, il y a au moins 80% de l'activité économique du Pays Basque qui n'est pas du tourisme. Je m'amuse à dire ça pour ceux qui avaient toujours la crainte qu'on fasse du tout tourisme au Pays Basque. C'est bien qu'il y ait 80 dans le reste. Moi, je ne vais pas m'en plaindre. Alors, dans ce désir de travailler ensemble, quels sont les axes qu'on voulait mettre le plus en avant? Un, c'était effectivement influencer sur les domaines de réflexion touristique, que nous qui étions les professionnels, on puisse commencer à dire à certains qui sont plus décideurs que nous, tiens, peut-être on serait intéressé d'aller dans telle ou telle direction. Ça, c'était l'une de nos idées. La deuxième, c'était de pouvoir maîtriser le tourisme. Aujourd'hui, quand je vous ai parlé de 600 entreprises, c'est quand même 600 entreprises locales. Donc encore, le tourisme, c'est notre affaire. C'est nous qui le maîtrisons, mais c'est vrai qu'il y a quand même la crainte de voir arriver certaines grandes sociétés, certains grands groupes, notamment au niveau de l'hôtellerie, et qui viendraient un petit peu nous marcher dessus, et puis eux devenir un petit peu les grands opérateurs du tourisme. Donc là aussi on se dit, tant qu'on a la chance que toutes nos petites entreprises sont des entreprises locales, il est important qu'on continue à pouvoir maîtriser le tourisme nous-mêmes. Et puis, donc quand on s'est mis à travailler, donc voilà, on a passé 2 années à travailler et à réfléchir sur un petit peu tous les axes touristiques. 2 années où on a vu passer entre 100 ou 150 personnes à peu près qui venaient dans tout un travail qui a été mis en place par la Chambre de commerce. C'est dommage que Peyo soit parti parce que c'est quand même la Chambre de commerce qui nous a énormément accompagnés dans cette démarche du cluster OSM et qui nous accompagne encore aujourd'hui. Donc ils nous ont mis à un moment donné pendant 6 mois une dizaine d'employés qui dans des secteurs différents se sont mis à nous faire réfléchir. Et dans cette réflexion, bon, voilà, on s'est mis à définir quelques actions qu'on voulait voir en priorité se développer dans 4 axes importants. Tout d'abord, le marketing. C'est-à-dire, si on veut aller chercher des clients, il faut qu'on apprenne à aller les chercher, et puis il faut qu'on apprenne à proposer quelque chose. Et c'est vrai que si peut-être le fait d'aller chercher, c'est pas toujours notre domaine, mais nous, quand on se propose, c'est nous qui devons savoir présenter nos établissements. Donc là, on a voulu travailler donc au niveau du marketing et du contact avec la clientèle. Un travail important aussi qu'on a fait comme au Startou, où un objectif qu'on s'est donné, c'était la marque Pays Basque. La marque Pays Basque, c'est aussi quelque chose de très important à notre niveau.
c'est très intéressant que tout le monde du tourisme s'est rendu compte que il y a une constante forte dans ce pays, c'est la notion culturelle du Pays Basque. Il y avait assez longtemps un certain énervement de voir nos dirigeants départementaux vouloir parler d'un tourisme Pyrénées-Atlantique. Il semblerait qu'aujourd'hui commence à comprendre qu'il vaut mieux parler Pays Basque et Béarn dans ce département, mais ce n'est pas gagné tout à fait. Il y a de temps en temps encore des retours de départements de Pyrénées-Atlantique qui reviennent, et donc là il ne faut pas qu'on lâche dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de la marque, cette constante est bien ressentie par l'ensemble des professionnels du tourisme, et ils ont conscience que la culture basque est un atout touristique. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit uniquement utiliser, mais aussi c'est quelque chose qu'on doit défendre. Et là, la démarche de la marque Pays Basque a été très intéressante dans cette démarche vis-à-vis de l'identité de la culture basque. Ensuite, toujours en marketing, on a mis un point de travail sur devenir plus performant sur le système de réservation et de commercialisation, donc apprendre à nos professionnels à être plus pointus à ce niveau-là. Et puis, dernier point, c'était comment redévelopper le tourisme d'affaires, sachant qu'il y a un tourisme d'affaires, on va dire, de grands congrès qui est déjà développé par Biarritz, mais tout le monde n'est pas capable de recevoir 600 ou 700 personnes d'un coup. Il y a beaucoup de tourisme d'affaires qui tourne autour de 15 ou 20 personnes, et celui-là, dans nos établissements, il peut être développé, donc il faut apprendre. Deuxième point qu'on a voulu développer, c'est les ressources humaines. Et je le disais tout à l'heure, donc prendre conscience qu'on a des métiers où il faut travailler quand les autres sont en détente. Donc c'est pas très marrant d'être salarié dans nos entreprises. Et donc on a beaucoup de travail à faire pour améliorer notre relation avec le personnel. Donc là, premier temps où on s'est mis à travailler avec ce qu'on appelle la maison de l'emploi au Pays Basque, pour que au niveau des ressources humaines les choses s'améliorent. Deuxième temps, on est parti dans l'idée d'un groupement d'employeurs, là aussi, et il faut le dire, puisqu'on est en plus dans la communauté de communes correspondant, ici à Sud Pays Basque, que c'est la première communauté qui est rentrée dans notre jeu du groupement d'employeurs. Et si aujourd'hui ça démarre, ça a commencé, c'est parce que ça a été pris en main par la communauté de communes Sud Pays Basque. Et puis, un travail aussi qu'on a voulu mener grâce à la Chambre de commerce dans des formations au niveau de la sécurisation des saisonniers, parce que c'est aussi l'un des grands problèmes de nos activités touristiques, c'est qu'elles sont à forte saisonnalité et qu'il y a beaucoup d'employés. Alors, si c'est de l'étudiant qui veut travailler, c'est sympa d'avoir 2 mois de travail, mais on a aussi pas mal de saisonniers qu'on embauche pour 5 ou 6 mois, et puis ceux-là, qu'est-ce qu'ils font pendant les 5 ou 6 mois qui restent? Donc là aussi, il y a tout un travail qu'on a continué à mener. Après, troisième point où on a voulu se mettre à travailler, c'est au niveau de la qualité de l'innovation. Alors, innovation par rapport aux tendances touristiques, c'est-à-dire être toujours à l'éveil et au courant de ce qui se passe dans le monde pour commencer à être un petit peu plus performant, pour commencer à être prêt quand quelque chose commence à se développer. Démarche de progrès au niveau de nos établissements. Évidemment, chez nous, il y a une pression énorme au niveau des normes, mais quand même rentrer dans ce jeu des normes, et puis même parfois aller au-delà des normes, c'est-à-dire peut-être pour tout ce qui est durable, commencer à réaliser des choses qui sont tout à fait dans la réalité d'aujourd'hui. Des marges de progrès également dans tout ce qui est les techniques liées à l'informatique, à Internet, au web, etc. Là aussi, il y avait quand même beaucoup de retard dans nos établissements, et la réflexion donc, de Grossen a pu apporter de la qualité à ce niveau-là. Donc voilà au niveau donc, de la qualité de l'innovation. Et puis, dernier point, on a voulu travailler avec ceux qui ont aujourd'hui ici le pouvoir de décider, c'est-à-dire avec ce qui est les politiques publiques, avec les élus, avec les institutions, parce qu'on se disait, on ne peut pas aller quand même aller contre eux, c'est eux qui à un moment donné vont faire certains investissements qui nous intéressent, donc il y a besoin que cette réflexion soit menée en accord avec eux. Donc on a fait un travail qui a été mis en place dès le départ de rencontres avec les élus, de les rencontrer souvent au niveau de leur communauté de communes, tout n'ayant pas pris au niveau de la communauté la compétence tourisme.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait que par moment, on va les rencontrer au niveau de communes tout simplement. On a développé depuis quelques années un système de portes ouvertes. Alors, pour moi, il ne fonctionne pas tout à fait comme j'aimerais, mais ça a commencé à marcher, donc c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Portes ouvertes, c'est-à-dire qui est-ce qui peut le mieux parler de nos établissements, si ce n'est ceux qui y vivent dans ce Pays Basque, et puis qui peuvent parler très bien, puisqu'on sait que 50% des gens ne sont pas logés dans nos établissements, puisqu'ils sont chez des particuliers de façon gratuite. Donc, si on ne connaît pas bien les grottes d'Oxocelaya, les grottes de Sable, ou même certains établissements hôteliers ou campings, comment voulez-vous que les gens d'ici en parlent? Donc l'idée, c'était de développer le fait de venir voir nos établissements pour que, comme ça, on soit capable d'en parler. Moi, le venir voir dont je rêvais, c'était qu'on vienne voir gratuitement. C'est-à-dire qu'il y ait une journée complète au Pays Basque où tout soit gratuit dans ce qui est lié au Pays Basque, lié au tourisme. On n'est pas encore arrivé. Il y a certains qui font le jeu de bon, un client sur deux, c'est gratuit, nos établissements qui font des visites complètement gratuites, des dégustations gratuites. Bon, on avance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le succès de la journée, je crois, pourra s'améliorer le jour où, alors c'est sûr, c'est eux les plus forts, c'est le musée de la mer, c'est le petit train de la Lune, c'est les grottes de Sable, d'Oxocelaya. Si un jour eux basculaient à dire un jour par an, pour vous, gens du Pays Basque, c'est gratuit, pour que vous soyez capables d'en parler, là je crois qu'on réussira vraiment cette notion de portes ouvertes pour que vous soyez vous ensuite les gens qui allez parler de nos établissements. Bon, ça bouge, ça avance, mais on peut faire mieux. Un autre travail qu'on a mené aussi avec les élus, c'est la notion du transport. Alors le transport, c'est une horreur, parce qu'il y a des transporteurs liés au département, il y a des transports liés à une régie d'une communauté de communes, il y a des fois des transports liés à une seule commune, et puis aussi des transports, disons, individuels, et au milieu de tout ça, on a essayé, dans un premier temps, ne serait-ce que de les réunir, pour commencer à parler ensemble. Pendant 3 ans, on n'a pas réussi, puis là, il semblerait qu'à la fin de cette année, enfin, on se mettra autour d'une table pour faire un petit bilan de ce qu'est la réalité du transport en commun aujourd'hui et où est-ce que peut-être il y a énormément de doublons, énormément d'horaires qui ne coïncident pas. Il peut y avoir un bus qui arrive d'Andaille à Bayonne, mettons à 10h15, et puis juste le bus qui partait de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, il est parti à 10h10. Donc ce serait peut-être bien de prendre conscience de ça. J'ai dit le bus, ça peut être aussi le train, pour qu'on équilibre tout ça et que ça commence à fonctionner de façon plus harmonieuse. Alors, c'est très compliqué, mais on n'arrête pas de leur faire sentir qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là et que ce soit quand même une chose utile. L'autre idée qu'il y a aussi dans notre direction de tourisme, c'est que de développer certaines façons de bien circuler dans le Pays Basque pendant 3 mois d'été peut être aussi l'idée de faire qu'en sorte ça marche ensuite pendant les 9 mois qui restent. C'est-à-dire que toute la population locale en bénéficie. Il y a un exemple qu'on a beaucoup utilisé, c'est à La Rochelle, vous pouvez faire du bateau, du train et de l'autobus avec un seul ticket. Et ça, c'est au départ, c'était pendant toute la saison touristique. Maintenant, c'est toute l'année. Donc, ils sont arrivés à mener cette réflexion, à la mettre en place et à faire qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Bon, si certains le font ailleurs, pourquoi nous, on serait plus couillants et on n'y arriverait pas? Donc, il y a là ce désir, on y va, doucement. Ça ne va pas à la vitesse qu'on aimerait, mais la réflexion se mène dans ce sens. Alors, ce travail qu'on a fait donc depuis 4 ans, on peut dire qu'il a mené des premiers résultats, et je dirais moi le premier, le plus important, c'est qu'on a pris plaisir à travailler ensemble. C'était tout à fait nouveau pour nous. Moi j'avoue que cette découverte de me mettre à travailler avec des gens des campings, avec des gens des VVF, avec des gens de la Thalasso, et puis également des musées et de ceux qui font du rafting, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, et quand même qui nous a énormément enrichis, parce que là on comprenait qu'il y avait une solidarité naturelle qu'on devait avoir, là où pendant longtemps on avait plutôt une façon de nous regarder en chien de faïence. Les quelques points forts qui avancent aujourd'hui et qui sont
établi, disons, c'est le lien avec la maison de l'emploi, le groupement d'employeurs qui a donc, comme je vous disais, démarré sur Sud Pays Basque, mais qui maintenant commence à s'étaler au Pays Basque tout entier. Alors, l'année dernière, c'était un bilan de 15 000 heures à peu près, on va dire l'équivalent d'une dizaine d'emplois, et c'est quand on sera à 30 000 heures qu'on aura quelque chose qui sera pratiquement autonome. On s'est appuyé sur un groupement d'employeurs existant dans toutes les activités. L'idée, c'est d'arriver à avoir un groupement d'employeurs uniquement tourisme. Donc, on y va. On n'est pas encore tout à fait autonome, mais la démarche avance. Bon, l'idée, c'est... moi qui ai besoin d'un peintre pendant 15 jours, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver une entreprise qui va venir pour des petites agricoles. Donc si moi je l'embauche 15 jours, toi 15 autres, l'autre pendant un mois et le troisième pendant 2 mois, là on peut arriver à avoir une personne qui a un emploi à l'année dans le groupement d'employeurs et que l'on fait donc travailler de cette manière-là. Alors j'ai dit le peintre, ça va être un plombier, mais après c'est celui aussi qui peut nous former au niveau de tout ce qui est lié à l'informatique, etc. Donc il y a comme ça tout un panel de possibilités où ça commence à démarrer et c'est intéressant parce que je pense que ça n'ira qu'en se développant de mieux en mieux. On a fait 2 fois une étude qualitative de nos clients, c'est-à-dire savoir un petit peu mieux qu'est-ce qui les motive de venir au Pays Basque. Et ça, c'est une façon justement de comprendre qu'est notre clientèle et comment il faut qu'on sache travailler pour chaque fois pouvoir les accrocher. C'est vrai que tout le monde ne vient pas au Pays Basque régulièrement chaque année. Très vite, on a vu qu'il y avait au moins 40% des clients qui venaient d'une façon un petit peu spontanée parce que tac, ils avaient entendu parler de quelque chose et clac, ils sont venus. Donc c'est quelque chose qui est dans la spontanéité. Après, c'est vrai qu'il y a un bon tiers qui est une clientèle fidèle, qui aime bien revenir, mais ce qui veut dire qu'il y en a 2 tiers qui ne sont pas des fidèles. Donc, il faut savoir aussi cela, comment on pourra continuer à les attraper. Donc, cette idée de faire tous les 5 ans à peu près une petite étude de la clientèle nous permettra de voir comment elle évolue, comment on peut nous rectifier le tir pour continuer à les recevoir. Une chose qu'on fait tous les ans aussi, c'est un forum annuel au niveau de toute la profession, qui est toujours fait à la Chambre de commerce, qui réunit, c'est vrai, du monde, il y a toujours à peu près 200 personnes, et ce forum toujours sur un thème un petit peu précis. Bon, là je vous ai cité tout à l'heure La Rochelle, où on fait venir des gens qui sont d'ailleurs, qui ont mené des expériences, et qui viennent nous expliquer comment ça a marché. Alors ça c'est très intéressant, parce que c'est une façon, nous, de nous faire prendre conscience de l'utilité de nous mettre à travailler ensemble, et chaque expérience qui a réussi nous montre que si les autres l'ont faite, pourquoi nous ne serions pas capables de la faire. C'est vrai que ce forum est un moment fort dans notre profession qui fait prendre conscience de l'utilité de travailler ensemble. Bon, les portes ouvertes, je vous en ai parlé. Et puis, l'autre point qui a été assez amusant, parce qu'on l'a mis, enfin, ça s'est mis en place, je ne vais pas dire involontairement, mais de façon presque insidieuse, c'est qu'on s'était amusé au cours d'un forum à mettre autour d'une même table un matin l'office de tourisme de Bayonne, de Biarritz, d'Amlet, de Saint-Jean-de-Luz, qui je crois ne l'avaient jamais fait de leur vie. Ça leur était jamais arrivé de se mettre ensemble. Puis on leur avait dit, tiens, qu'est-ce que c'est qui peut-être peut vous concerner, peut vous intéresser. Je ne vous cache pas que la matinée a été difficile, parce que ça s'est rentré dedans au début, plutôt que de chercher une vraie coopération. Et puis ça a dû leur faire du bien, parce que sans qu'on leur demande rien, 6 mois ou 1 an après, ils ont mis en place un site qu'ils appellent macotebasque.com, et donc tous les offices de tourisme se sont regroupés pour que quand on clique chez l'un, et puis automatiquement on peut partir chez l'autre. Donc voilà une façon là aussi qui a été intéressante dans nos forums de faire découvrir cette réalité. Puis ce qui a été rigolo, c'est qu'une fois que les grands offices de tourisme ont fait ça, tous les petits qui sont plus dirigés par le comité départemental du tourisme, dans tout l'intérieur, se sont mis aussi à réfléchir de leur côté, et eux ils ont mis en place un site monpaysbasque.com qui donc concerne un petit peu que l'intérieur. Alors nous maintenant on se dit bon ça va, il y a beaucoup de groupes, maintenant il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces 2 groupes enfin se disent bien. Si on se mettait tout simplement tous ensemble pour parler du Pays Basque, uniquement, ce serait quand même intéressant. Donc on n'est pas loin. Là où on était très dispersés, on n'était que 2 gros groupes, et donc ça devrait
ça devrait se mettre en place, disons, dans les temps qui arrivent. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que quelque part on dérange, on gêne, et là où nous on est parti peut-être un petit peu naïvement en disant regardez comme on est beau, regardez, on réfléchit dans le bon sens, on veut aller toujours pour le Pays Basque, on n'a pas tout à fait réalisé au début que nos idées ne plaisaient pas toujours à tout le monde et que par moments on donnait l'impression de vouloir aller sur les plates-bandes d'organisations qui étaient déjà en place. Alors, notamment le CDT qui a eu l'impression qu'on voulait faire du marketing à leur place. Le CDT, normalement, c'est eux qui vont dans toutes les grandes foires en France et à l'étranger. On a utilisé le mot marketing, et là, ça y est, on leur a fait très peur, ça y est, on va les remplacer. Non, quand on disait marketing, nous, c'est, pour faire du bon marketing, il faut que nous, on sache proposer notre établissement vers eux, et après, eux vont mieux en parler si nous, on se présente bien. Et là, ça nous a mis en place une relation. Bon, on n'est jamais fâché, on se regarde un petit peu de travers, on a des difficultés à se retrouver autour d'une table. Un jour, on nous a proposé de présenter Goassen au CDT, et puis c'est jamais venu, ça s'est jamais fait. Bon. Donc là, il y a une relation dont on a pris conscience, mais pas tout de suite, et on se dit, là, dans les années qui viennent, on doit beaucoup travailler ce secteur, parce qu'on est vraiment dans du complémentaire, on ne veut pas faire du travail à la place de quelqu'un qui est existant, mais on veut faire du travail à côté, et surtout, leur apporter des idées. Ça ne plaît pas toujours à des élus qu'on porte des idées. Je suis un ancien élu, c'est vrai que les élus ont ce défaut de ne pas toujours aimer que la base leur apporte des idées intéressantes. Il faut toujours montrer que c'est eux qui les ont trouvées. Bon, à eux, très assez malin de faire croire que c'est des idées à eux, alors qu'ils sont venus en bas. C'est tout ce que je voudrais leur expliquer. Bon, c'est pas gagné. Et à tout niveau, je crois que c'est très très humain. Et puis l'autre domaine où on a eu des grandes difficultés, c'est quand le groupe des agences réceptives de la côte basque s'est mis à vouloir faire donc du travail au niveau de tout ce qui était tourisme d'affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui le tourisme d'affaires, c'est Biarritz Tourisme, c'est eux qui sont les costauds, qui sont bien installés, et qui sont capables de recevoir à Biarritz 400 ou 500 personnes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on reçoit 15 personnes, ça ne les intéresse même pas. Même souvent, ils ont tendance à ne même pas répondre, ce qui n'est pas du tout bon commercialement. Donc un groupe d'agences touristiques de la côte basque, et notamment de Biarritz, s'est mis à se regrouper, s'est mis à mettre en place un certain boulot, et puis s'est fait carrément casser. Et ça a été très dur quand on l'a vécu, c'était mal vécu, parce que des professionnels ont mis de l'argent, aujourd'hui rien n'a démarré, donc cet argent pour l'instant il a l'air d'être perdu, et là aussi il y a besoin de recommencer tout un travail pour rencontrer ceux qui croient qu'on va leur prendre leur boulot. Non, c'est pas ce qu'on veut faire, on est en train de vouloir faire quelque chose qui n'était pas très développé aujourd'hui, donc c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Mais on s'est rendu compte, mais là aussi pas tout de suite, qu'on était en train de déranger, de gêner, donc il y avait besoin de raccorder un petit peu les violons pour qu'on puisse aller dans le bon sens. Et puis donc le point que je vous citais, c'est celui des transports en commun, où là, ça y est, on va se réunir, on va travailler, et peut-être se rendre compte qu'il y a des bus qui vont dans un certain sens, il y a des trains encore un petit peu qui fonctionnent, et là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour que, dans un premier temps, le touriste se promène relativement facilement avec du transport en commun, mais pourquoi pas derrière, que si ça marche en été, ça puisse petit à petit se développer et se mettre en place sur l'ensemble de l'année et nous intéresser à ce moment-là tous pour des balades qu'on ferait d'une façon aussi agréable que toujours en train de conduire notre voiture. Donc voilà la méthode de travail qu'on a voulu mettre en place au niveau de Goassen. Aujourd'hui, les quelques conflits qu'on a eus, on ne va pas le cacher, nous ont foutu un pet sur le ciboulot. C'est vrai qu'on a eu une petite assemblée de toute l'équipe dirigeante récemment où on a pris un coup, on était un petit peu hésitant, comment faut-il repartir. Bon, ça y est, on s'est un peu reboosté, on est en train de repartir dans le bon sens et
surtout parce qu'on a pris conscience que ce qu'on a déjà mis en place est utile, ce qui est en train d'avancer, qui va s'améliorer, est très utile, et que donc la notion de voir le tourisme d'une façon globale est quelque chose qui est indispensable et dont on a pris cette fois-ci, je crois, définitivement conscience. Et c'est vrai que de ce côté-là, de façon très très intéressante, on n'a pas senti de professionnels qui s'opposaient à la notion de bosser ensemble. C'est quelque chose qui est en train vraiment de rentrer dans nos têtes, alors que, bon, il ne faut pas le cacher, il y a 10 ans, moi le premier, j'ai regardé mes voisins d'Espelette en concurrent. Maintenant, on a appris, disons, à bosser ensemble. Voilà, si vous avez quelques questions, si vous n'en avez pas, je vais vous avouer que je vais partir à la fête du climat. Oui. Pardon. Alors, le forum, on le faisait toujours en novembre. Je pense que cette année, il ne va pas être en novembre, justement pour la petite période un petit peu bousculée. Je pense qu'il est prévu on va le prévoir dans le printemps, cette année printemps, janvier, février, mars, par là. Toujours aux être en dehors de la saison touristique. On a tous aussi des moments où on est la tête dans le guidon et on est dur de sortir de chez nous. Oui, madame. Non, mais voilà. Non, mais ça c'est déjà fait. Biarritz-Tourisme est très performant à ce niveau-là, au niveau du tourisme d'affaires. Et puis, c'est vrai qu'il y a sur l'hôtellerie Biarrotte possibilité de loger 500 personnes dans la même ville, ce qui est quand même très important. Oui, mais quand vous voulez loger 500 personnes sur 10 villages, oui, mais c'est très difficile à le faire accepter de ceux qui viennent, du communauté touristes qui viennent, parce que, bon, on aime bien qu'il y ait un petit peu cette notion assez regroupée. Mais ce domaine-là, on est quand même déjà assez performant, il n'est pas trop compliqué. À côté de ça, il y a des petites entreprises qui sont avec 15-20 personnes et qui ont envie, des fois, tiens, on va les faire comme ça, un petit congrès d'affaires pour notre entreprise vers le Pays Basque. Et là, aujourd'hui, il y avait ce point que par moment tendance, là, une peu tendance, c'était que Biarritz Tourisme avait l'air un petit peu de les oublier parce que, bon, c'était pas vraiment leur domaine, et que des agences réceptives le font déjà, mais l'idée, pour parler de se regrouper, c'était se donner plus de performance, être plus costaud, aller mieux pénétrer dans toute la clientèle en France et à l'étranger. Donc c'était ça leur démarche. C'était surtout pas vouloir dire on remplace Biarritz Tourisme. Bon, ça a été mal perçu, il y a besoin de remettre des choses en ordre, et puis j'espère que ça s'arrangera. Mais c'est vrai que ça fonctionne déjà, c'est pas quelque chose qui est complètement nul, mais on peut l'améliorer très nettement. Et ça, pour des périodes non saisonnières, des établissements comme nous, ça nous intéresse énormément parce qu'on a la capacité de recevoir facilement 15, 20, 30 personnes, même en chambre individuelle. Voilà. C'est compliqué quand c'est ça. Bon, moi, je l'ai vécu certaines fois où on avait à Ainois, à Saint-Pé, à Espelette, à Itsasou. Bon, ils l'acceptent, mais on voit que quelque part, ça ne leur plaît qu'à moitié. Ceux qui se